Le 30 mai 2025, la diplomatie marocaine a été secouée par un simple rapport médiatique publié par le Conseil de sécurité des Nations unies. Il s'agissait d'un rapport périodique couvrant les principaux développements de l'année écoulée. Bien que de nature purement informative, le rapport contenait une seule phrase, suffisante pour susciter une panique évidente dans les couloirs de Rabat. Que disait donc cette phrase? Et pourquoi a-t-elle provoqué une telle réaction de la part de l'ambassadeur marocain Omar Hilalé? La réponse révèle la fragilité du récit marocain autant qu'elle met en lumière l'évolution croissante de l'attitude internationale face à la question du Sahara occidental. La phrase en question n'était qu'un simple rappel de l'existence d'un conflit toujours inscrit à l'ordre du jour des Nations unies depuis 1963 et d'un rappel de l'existence de deux parties principales à ce conflit, le Front Polisario et son principal soutien politique, historique et stratégique, l'Algérie. Cette description, formulée sans parti pris et sans employer des termes comme Sahara marocain, a mis Rabat hors d'elle et déclenché une campagne diplomatique enragée, débutant par une lettre agressive d'Omar Hilalé adressée au Conseil de sécurité. Dans cette lettre, Hilal n'a pas caché son profond mécontentement face à ce qu'il a qualifié de parti pris flagrant dans le rapport onusien, simplement parce qu'il ne reprenait pas le récit marocain et ne passait pas sous silence l'existence du Front Polisario ou le soutien algérien au droit à l'autodétermination. Cette réaction marocaine n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans un comportement récurrent où le Maroc tente d'étouffer toute voix onusienne ou internationale qui reconnaît l'existence d'un peuple sahraoui ayant droit à l'autodétermination et que le conflit politique demeure non résolu malgré les vastes efforts de communication déployés par Rabat sur la scène internationale et médiatique. Le Maroc ne veut pas seulement que l'ONU garde le silence, mais qu'elle adhère entièrement à son récit et traite la question du Sahara comme une affaire purement interne. Il veut que les rapports onusiens enjolivent la situation actuelle, qualifient l'occupation de développement et marginalisent totalement la présence sahraoui. La lettre marocaine a mis en évidence cette position en déclarant que la simple mention du conflit enfreint la neutralité du rapport. Un argument étrange dans le monde de la diplomatie et de la politique. Depuis quand rappeler un conflit officiellement enregistré à l'ONU depuis plus d'un demi-siècle constitue-t-il une atteinte à la neutralité? Le Maroc voudrait-il que la communauté internationale nie ses propres archives, qu'elle efface de sa mémoire politique un dossier toujours en litige et inscrit chaque année dans les rapports de la 4e commission, dans les déclarations du secrétaire général et dans les rapports de la mission onusienne MINURSO? Ce qui dérange vraiment le Maroc, ce n'est pas le parti pris, mais la neutralité. Car toute position qui ne consacre pas son récit est considérée comme hostile, tout langage qui n'emploie pas l'expression « Sahara marocain » est vu comme une menace, et toute mention du Front Polisario ou de l'Algérie est perçue comme un complot politique. Cela constitue en soi un aveu implicite que le récit marocain ne tient que dans l'obscurité, et qu'il ne gagne en légitimité que lorsque les autres narrations sont exclues du champ médiatique et diplomatique. Le simple rappel par la communauté internationale de l'existence de deux parties au conflit suffit à provoquer la panique et à révéler les limites du contrôle narratif que le Maroc se vantait d'exercer dans les instances internationales. Cœur de la lettre figuraient des expressions claires de cet agacement. Omar Hilal a parlé d'un dérapage politique grave, affirmant que le paragraphe alimente des narratifs séparatistes. Cette seule formulation révèle une crise interne dans le discours marocain, car lorsque la reconnaissance de l'existence du Front Polisario devient une incitation au séparatisme, cela signifie que l'État marocain ne tolère que sa propre voix dans l'arène, refusant même de reconnaître l'existence de ses adversaires politiques présents sur le terrain, diplomatiquement et militairement. C'est une logique qui confond réalisme politique et insécurité existentielle, et qui veut transformer les organisations internationales en outils de propagande, plutôt qu'en espace de dialogue et de négociation. Ce qui rend la situation encore plus embarrassante pour le Maroc, c'est que ce rapport n'a utilisé aucun terme hostile, n'a pas qualifié la situation de occupation, et n'a employé aucun langage juridique à l'encontre du Maroc. Il s'est contenté de décrire le conflit sans prendre parti.
Pourtant, Rabat a manifesté une colère publique, consciente que l'accumulation de tels signaux, même symboliques, finit par éroder son récit officiel et rappeler à la communauté internationale la vérité fondamentale que le Maroc cherche à occulter depuis des décennies. Il existe un conflit politique persistant, un peuple privé de ses droits politiques et juridiques, un front de résistance armée contrôlant encore une partie du territoire, et un soutien régional clair à cette voie de libération. Ce qui a probablement semé la plus grande frayeur chez le Maroc, c'est la récurrence des discussions dans les forums internationaux sur le cessez-le-feu rompu en 2020, sur les affrontements en cours près du mur de sable et sur la persistance du Front Polisario à exiger un référendum d'autodétermination. Tous ces éléments indiquent que la situation est loin d'être stable, contrairement à l'image que Rabat tente de vendre. Le Maroc veut que la communauté internationale ne parle que des investissements et des infrastructures à La Ayoun et Dakhla, tout en ignorant complètement les dimensions politiques, juridiques et militaires du conflit. Dans ce contexte, la lettre marocaine apparaît comme une tentative d'imposer le silence aux rapports onusiens, ou du moins de les adapter à une certaine agenda, ce qui n'a pas encore réussi. L'ONU continue de considérer le Sahara occidental comme un territoire non autonome et reconnaît au peuple sahraoui un droit fondamental à l'autodétermination. Cette position n'a pas changé depuis 1966, plaçant le Maroc en confrontation permanente avec le droit international, malgré toutes les tentatives d'imposer un fait accompli par la force ou à travers l'exploitation de relations bilatérales. L'Algérie, de son côté, poursuit son soutien diplomatique actif à la cause sahraoui, s'appuyant sur un large réseau d'alliances au sein de l'Union africaine et sur ses relations historiques en Amérique latine et en Asie. L'Algérie a réussi ces 2 dernières années à ramener la question sur plusieurs plateformes internationales et à contrecarrer les tentatives répétées du Maroc de détourner le dossier de son cadre juridique vers des batailles secondaires autour de l'unité territoriale. Le discours algérien repose sur les résolutions des Nations unies, tandis que celui du Maroc s'appuie sur des reconnaissances éparses ici et là, ou sur des promesses politiques qui n'ont pas de valeur juridique. Même les pays qui ont exprimé leur soutien au plan d'autonomie marocain, comme la France et le Royaume-Uni, n'ont jamais publié de déclaration reconnaissant la souveraineté marocaine complète. Ce sont des positions opportunistes temporaires qui ne modifient en rien la substance juridique du conflit et ne peuvent renverser l'équilibre au sein du Conseil de sécurité, où la Russie, la Chine et de nombreux pays en développement refusent toujours de reconnaître l'approche marocaine, appelant clairement au respect du droit à l'autodétermination. Cela rend chaque victoire diplomatique marocaine fragile et susceptible de s'effondrer à tout moment. La division au sein du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental est de plus en plus visible. Depuis la fin de l'ère Trump, la position américaine est marquée par le recul et la prudence. L'administration Biden n'a pas renouvelé la reconnaissance antérieure ni adopté le plan d'autonomie comme Rabat l'espérait. Quant à l'Allemagne et l'Espagne, elles pratiquent une politique ambivalente. D'un côté, elles déclarent soutenir des propositions réalistes. De l'autre, elles insistent sur la nécessité d'une solution politique négociée garantissant les droits des 2 parties. Une formule que Rabat rejette fermement, car elle implique un retour à la logique du référendum et de véritables négociations, et non l'imposition d'un diktat. Ainsi, il apparaît que la lettre marocaine adressée au Conseil de sécurité est l'expression d'une double crise politique. D'un côté, la perte de contrôle du récit dans les institutions onusiennes, et de l'autre, un sentiment interne que le Front Polisario parvient encore à s'imposer sur la scène internationale, malgré toutes les tentatives de marginalisation, d'isolement et de diffamation médiatique. Sous cet angle, on peut considérer cette petite phrase dans le rapport onusien comme une grande victoire symbolique pour les Sahraouis, car elle prouve que la cause est toujours vivante et que personne ne peut l'enterrer sous les mensonges de développement ou de souveraineté. L'échec du Maroc à faire taire ne serait-ce qu'un paragraphe informatif exprime l'ampleur de l'impasse à laquelle il est confronté sur la scène internationale, où les alliances temporaires et les déclarations émotionnelles ne suffisent pas à modifier la logique du droit international et où aucun récit ne peut durer s'il n'est pas fondé sur la légitimité. Quant au peuple sahraoui,
Il a prouvé une fois de plus qu'il est capable de remettre sa cause à l'agenda international, même par une phrase unique dans un rapport périodique. Et entre chaque ligne de la lettre de l'ambassadeur Omar Hilal, la vérité s'infiltrait. Il y a un désarroi diplomatique, une peur du processus onusien et une perte de confiance dans la continuité du soutien international au récit marocain. Quant à la cause du Sahara occidental, elle reste vivante, malgré les tentatives d'obscurcissement, et elle demeurera une partie de la conscience mondiale tant qu'il y aura un peuple qui lutte pour son autodétermination. Et chaque nouveau développement dans ce dossier, aussi petit soit-il, peut redistribuer les cartes et bouleverser les calculs de Rabat, qui croyait avoir clos le dossier, pour se retrouver à l'affronter dans chaque conseil et dans chaque rapport, par une voix qui ne s'éteint pas. Abonnez-vous à la chaîne de secours pour ne manquer aucun développement, car ce qui vient sera plus clair et plus juste envers la voix des peuples, quoi qu'en pensent ceux qui tentent de l'ensevelir dans les rapports.